3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Comme d'hab, on commence par remercier les vrais de vrais, ceux qui typent, qui regardent des clips et qui continuent à le faire. Vous êtes des bons la team, gros big up pour vous. Puis si vous aussi, vous voulez vous impliquer dans le futur et la survie de cette chaîne, c'est en description que ça se passe. Puis bref, pour vous donner envie, aujourd'hui on va parler d'une playlist qui me plaît vraiment, la petite tradition du mercredi en fait. Voici un nouvel épisode du top 6 all-time de l'histoire de chaque franchise, tout ça en mode overtime. Alors je sais que c'est typiquement le genre de contenu qui fera peu de vues et que pour certaines équipes ce sera le désert, mais peu importe, moi je me régale à faire ça alors je continue. Il y a toujours plein d'anecdotes à livrer quand on parle d'histoire et j'espère bien vous en apprendre quelques-unes. Alors croyez-moi, si vous kiffez le passé de la Grande Ligue, ce serait bien dommage de manquer un épisode même si à la base la team vous hype pas beaucoup. J'essaierai toujours d'y apporter un petit plus ou alors ma petite touche. Et puis d'ailleurs, en parlant d'épisodes, aujourd'hui c'est aux Hawks qu'on va s'intéresser. Déjà il faut savoir que l'équipe existe depuis fort longtemps. Et si son arrivée à Atlanta date de 1968, c'est bien en 1949 que la franchise a débarqué dans la Grande Ligue sous l'appellation des Tri-Cities Blackhawks. En gros, l'équipe était partagée entre 3 villes au bord du Mississippi, sauf qu'au bout de 2 saisons seulement, le proprio Ben Kerner se rend compte que le marché n'est pas viable. Il déménage alors à Milwaukee pour 4 ans, puis prend vite la route de Saint-Louis. Là auront lieu certaines des années les plus fastes de la franchise, mais en 1968, Kerner décide de vendre. Le groupe d'acheteurs file alors à Atlanta où un tout nouveau complexe se construit. Là, l'équipe semble plutôt bien installée à tel point qu'elle y est toujours hébergé 50 ans plus tard. Notons pour finir qu'en 71 saisons d'existence en NBA, les Hawks ont disputé 46 fois les playoffs, sont allés 4 fois en finale et parmi elles, ils ont remporté un titre. C'est bien sûr à travers toute cette histoire que j'ai choisi mes 6 moments d'aujourd'hui. Et alors, pas trop dur de ne garder que 6 moments quand tu dois traverser 71 années d'existence? Si, forcément, mais pas plus que pour les Celtics, les Warriors, les Knicks, les Pistons, les Lakers ou les Kings que j'ai déjà abordés dans cette playlist. Puis il faut se mouiller, c'est le jeu, et à force de recherche et de comparaison, j'ai réussi à établir ce qui représente pour moi les 6 meilleurs moments de l'histoire des Hawks. Avant d'aborder tout ça d'ailleurs, faut que je vous le rappelle, en ce moment sur Instagram j'établis mes all-time teams et c'est le complément parfait de cette série. Mon objectif est de mettre en lumière les personnages les plus marquants de l'histoire de chaque franchise. Le lundi j'élis le coach, du mardi au samedi c'est au tour des titulaires et le dimanche je choisis mes 7 remplaçants. J'adore faire ça donc je vous invite vraiment à me rejoindre sur Insta. D'ailleurs sachez que l'équipe des Hawks est déjà passée, c'est même par elle que j'ai commencé. Vous pourrez la retrouver dans mes stories à la une. C'est le cas de toutes les équipes qui sont déjà sorties en fait. Et oui, sur ce réseau j'ai tout enregistré, j'ai tout prévu pour une fois que je suis organisé. Mais maintenant, trêve de bavardage, c'est parti pour le top 6 des meilleurs moments all-time de l'histoire des Hawks. En numéro 6, on commence avec du spectacle, du grand spectacle, puisque je vais parler des concours de dunk 1985 et 1986. Qui a choisi cette référence pourrie? Bref, pour ce show, commençons dans l'ordre chronologique avec le concours 1985, le deuxième seulement de l'histoire. Ici, sous le maillot des Hawks, un Dominique Wilkins revanchard qui aurait vraiment mérité une place en finale l'année d'avant lors de la première édition de ce concours. Mais le jury, en lui donnant sévèrement un 41 pour son troisième dunk, en avait décidé autrement. Mais peu importe, parce que là, à Indianapolis, lors du concours auquel on s'intéresse, le Human Highlight Film a survolé le concours en affrontant un sacré plateau, entre autres Julius Erving, Larry Nance, Michael Jordan, Clyde Drexler et mon petit chouchou Terence Stansbury. Il y avait de la vraie concurrence mais rien à faire, Wilkins était le plus explosif, le plus créatif. Avec 2 notes de 50 pour conclure le contest, l'ailier des Hawks a dominé Michael Jordan en finale de la tête et des épaules. Son windmill à 2 mains pour mettre un terme au concours est stratosphérique et ce jour-là Wilkins a prouvé à la planète entière qu'il était l'un des meilleurs dunkers au monde. Alors ok, c'est pas mal ça, mais ça vaut vraiment un top 6 all-time? Franchement ça pourrait presque mais j'ai pas fini. Passons à l'année suivante, concours de dunk 1986, Doe s'apprête à défendre son titre à Dallas. Son principal concurrent ce jour-là, Spud Webb, son coéquipier de seulement 1m70. Bon, parfois on lit 1m72, mais de ce que j'ai lu, apparemment ce serait plutôt 1m70, voire moins vu qu'aux États-Unis, vous le savez, les joueurs sont mesurés avec leurs chaussures. Mais peu importe, on n'est pas à 2 cm près. 1m70 pour un concours de dunk. Et ce jour-là, malgré sa petite taille, le meneur a tout fait. Double pump, auto alley-oop, 3-6. Petit fact assez cool, l'un de ses dunks du premier tour a failli ne pas être validé. Après un reverse dunk, la balle lui a rebondi sur le crâne,
retraversant ensuite l'arceau dans l'autre sens, et à vitesse réelle, beaucoup de membres du jury avaient cru que le dunk était manqué. Mais ouf, après une bonne discussion entre Spud et les évaluateurs, parce que le replay n'était pas trop à la mode à cette époque-là, tout fut validé et il obtint un 46. Heureusement au final, parce que sans ça, impossible de dire si le meneur des Hawks aurait pu aller aussi loin dans ce concours. Franchement, ça aurait été dommage, la distance sur chaque dunk qu'il y avait entre ses pieds et le sol était juste insane, du jamais vu auparavant. Spud Webb semblait sauter encore plus haut qu'une puce. En tout cas, les choses font qu'il se retrouve face à Wilkins en finale. Franchement, le duel entre les deux potes d'Atlanta est fou, mais c'est Spud, bien aidé par un public qui scandait son nom, qui s'en tirera finalement avec la win avec 250 pour terminer. Alors bien sûr, on pourra dire que les juges ont clairement été influencés par le public qui avait pris parti pour Spud Webb à fond. Mais soyons honnêtes, c'est le cas à chaque concours de dunk plus ou moins, et ce qu'a fait le meneur est exceptionnel. Sans vouloir faire polémique d'ailleurs, je suis assez persuadé que si le slam dunk de 1988 n'avait pas eu lieu à Chicago, c'est Wilkins qui serait reparti avec une deuxième victoire, et pas Michael. Mais bref, on n'est pas là pour ça, et ce qu'on va retenir c'est qu'en 1986, après une finale magistrale, les Hawks s'affichèrent pour la deuxième année consécutive au sommet de ce concours. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous bien que dans les années 80, voire les années 90, le Slam Dunk Contest c'était iconique, rien à voir avec les mascarades qu'on a pu vivre certaines de ces dernières années. Atlanta, terre de spectacle, terre de dunkers, c'est parti pour le show, et pour moi ça vaut bien une place dans mon top du jour. Numéro 5 maintenant, et pour ça, revenons à la draft de Pete Maravich en 1970, rappel des faits. Ce jour-là, les Hawks avaient le pick numéro 3 et Bob Lanier puis Rudy Tomjanovic venaient d'être sélectionnés, deux intérieurs. Pas de bol pour la team de Georgie qui cherchait plutôt à se renforcer à ce poste et qui disposait déjà d'un excellent scoreur extérieur avec Lou Hudson. Là, à ce moment-là, le choix était compliqué, sélectionner Dave Cowens, un pivot, ou bien Pete Maravich, le meilleur scoreur de l'histoire de la NCAA. Oui, meilleur scoreur de l'histoire, revenons un peu là-dessus. 4 saisons à la fac pour Pistol Pete, aucune à moins de 43 points de moyenne, comment tu peux tester? C'est ce que s'est dit l'équipe de Georgie qui n'a finalement pas hésité. Si à l'époque les teams avaient l'habitude de sélectionner des joueurs avant tout pour leur taille et qu'a priori ça donnait l'avantage à Cowens, Pete Maravich 1m96 allait faire exception. Donc vous l'avez compris, c'est bien sur lui que les Hawks ont jeté leur dévolu. Et j'imagine que si c'est dans ton top d'aujourd'hui, ce choix était le bon. Alors attention, je ne veux rien enlever à la carrière de Cowens, mais oui, un peu mon neveu, ce choix était le bon, son association avec Hudson marchait du feu de Dieu. Personne n'imaginait que les deux joueurs seraient complémentaires, Maravich a fait en sorte que ce soit le cas. Avec son style flamboyant, que ce soit dans son handle ou dans ses passes spectaculaires, Pistol Pete, en plus d'être un scoreur hors norme, était également capable de faire briller les autres. Cette saison-là, Hudson explosa son record de points par match avec quasiment 27, et difficile de dire que Pistol Pete, avec son jeu up-tempo, n'en était pas au moins partiellement responsable. Après, malgré une deuxième saison un poil plus compliquée sous le maillot des Hawks, quoique marquée par une perf à 50 points, Maravich réussit finalement à monter en puissance à partir de 1973. Et là, écoutez-moi bien, c'est juste un truc de malade qui va se passer à Atlanta. Quasiment 28 unités par match, mais aussi 6 passes décisives, 2 sélections All-Star et surtout des moves aptes à faire lever toute la foule. Le mec a clairement marqué son époque par son côté précurseur, ses dribbles dans le dos, ses passes aveugles et même ses step back. Avec son look de hippie, Maravich sur un terrain ne ressemblait à rien d'autre qu'un magicien. Alors ok, Pistol Pete n'aura passé que 4 saisons à Atlanta, c'est peu. Et pourtant, dites-vous que ces années ont été tellement marquantes qu'il a quand même pu avoir son numéro retiré dans une franchise pourtant exigeante de ce côté-là. Et oui, en plus de 70 ans d'existence pour les Hawks, seuls 4 autres joueurs ont pu bénéficier de cet honneur, et c'est dire si Maravich est important dans l'histoire de cette franchise. Dommage, ceci dit, qu'il n'ait jamais réussi à passer un tour de playoff sous ce maillot. Car ouais, avec des résultats collectifs à la clé, le Beatnik aurait clairement pu viser plus haut que cette 5ème place. Mais croyez-le ou non, au début des années 70, en NBA, Pistol Pete Maravich avait tout d'une rockstar, et pour ça, je ne voulais absolument pas le zapper de mon top. Rendez-vous au pied du podium maintenant avec la place numéro 4 que je vais attribuer à toute l'équipe des Hawks de la saison 2014-2015. Pourtant, autant vous le dire, au début de cette campagne, peu d'observateurs donnaient cher de leur peau. Ah, et pourquoi ça? Eh bien disons que les années d'avant, l'équipe avait perdu des joueurs plutôt iconiques comme Joe Johnson, Josh Smith ou Lou Williams, et l'heure était complètement à la reconstruction. Avec un jeune coach comme Mike Budenholzer qui s'apprêtait à entamer son 2e exercice en tant que tacticien, une saison 2013-2014 à seulement 38 victoires et un 5 de départ composé de Jeff Teague, Kyle Korver, Desmarais Carroll, Paul Millsap et Al Horford, peu de bookmakers étaient prêts à parier sur eux à Vegas. Et pourtant, pour les Hawks, 2014-2015 est rentré dans la légende. 60 victoires dans la saison, ouais, 22 de plus que la saison précédente, mais aussi le meilleur bilan jamais obtenu par cette team. Mais c'est pas tout, il y a eu aussi une série de 19 wins et un mois de janvier conclu à 17 victoires pour 0 défaite, soit le meilleur mois de toute l'histoire NBA pour une franchise. L'équipe fonctionnait si bien, le collectif était tellement huilé que la Grande Ligue décida de récompenser les 5 titulaires pour le trophée de joueur du mois, une première. Quelques semaines après, lors du All-Star Game, Atlanta
Atlanta s'est affiché avec 4 représentants, Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague et Kyle Korver. Tout le monde était complètement épaté par cette team et c'est normal, ce qu'ils ont fait cette saison est carrément incroyable. Ce roster, pourtant si peu attrayant sur le papier, était en train d'accomplir ce que seuls les Elite Teams étaient capables d'effectuer. C'est du coup assez logiquement que les Hawks conclurent leur exercice avec le meilleur bilan de la conférence Est. Ah ouais, quand même, et en playoff, ça donnait quoi? Malheureusement, leur parcours s'est terminé par un sweep en finale de conférence face à un LeBron James vénère qui sur la série a tourné à 30 points, 11 rebonds et 9 passes, mais tant pis. En plus de cette saison épique, je retiendrai aussi cette demi-finale de conférence face aux Wizards qu'il était tout autant. Après que Paul Pierce ait mis un panier incroyable et victorieux avec la planche au match 3, Al Horford s'est vengé et a lui aussi inscrit son game winner au game 5. Cela a permis à la team de Georgie de mener 3-2 avant de s'imposer en 6 matchs et voilà comment Atlanta se qualifiait en finale de conférence, étape qui n'avait pas été atteinte depuis 45 ans. Et ouais, la dernière fois c'était en 1970, juste avant la draft de Pete Maravich, ça date. Nous ne pouvons donc que tirer notre chapeau à cette escouade sans aucune star, au collectif incroyable qui à la grande surprise de tous réalisa la meilleure saison de l'histoire des Hawks. Cette 4e place est donc amplement méritée. Pour la place numéro 3 maintenant, parlons de Bob Pettit, qui fit sa carrière aux Hawks entre la fin des années 50 et le début des années 60. Autant être honnête, il fait tout simplement partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la Grande Ligue. Mais plutôt que de parler de ce qu'il a fait collectivement, on y reviendra plus tard à ça, je veux parler de ce qu'il a fait individuellement. Parce que ouais, le mec détient quand même certains accomplissements super iconiques. Le premier, il est simple, à votre avis, qui est le tout premier MVP de l'histoire en 1956? Je vous le donne en 1000, Bob Pettit. Attends, tu viens me dire en 1956, mais il me semblait que la NBA avait été créée en 1946. T'as tout à fait raison là-dessus, mais le trophée de MVP, lui, est arrivé 10 ans plus tard. Et lorsque l'on sait ce que ça représente de nos jours, un tel trophée, c'est quelque chose d'avoir été le tout premier all-time à recevoir cette distinction. Notons d'ailleurs pour la petite histoire qu'en 1959, Petit termina MVP encore une fois. Tout ça c'est légendaire et ça pourrait suffire presque pour obtenir une place sur le podium du jour, sauf que le grand pivot, individuellement, ne s'est pas arrêté là. Quand je dis que Petit était un monstre, c'est que vraiment c'était un monstre. Alors je pourrais parler de son trophée de Rookie of the Year en 1955, mais ça limite on s'en fout. Ce dont je veux parler, ce sont ses performances au All-Star Game. Déjà le gars en 11 saisons dans la ligue, toutes sous le maillot des Hawks, a été All-Star 11 fois, bim, carton plein. Mais mieux encore, 4 fois il a terminé MVP du match des étoiles, ce chiffre est encore aujourd'hui un record en NBA que seul Kobe Bryant a fini par égaler en 2011. Mais écoutez-moi bien, personne, je dis bien personne à ce jour n'a réussi à dépasser cette marque fixée par Bob Pettit dans les années 60. 4 MVP du All-Star Game. Quand on sait qu'à la même époque que lui jouaient des légendes comme Bill Russell, Dolph Chase, Bob Cousy, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain ou Jerry West, ce palmarès d'un coup paraît encore plus impressionnant. Voilà pourquoi, même si ces distinctions ne représentent qu'un CV individuel, il me semblait légitime de leur trouver une place sur mon podium du jour. En numéro 2, voilà maintenant l'un des duels les plus marquants de l'histoire des playoffs, celui qui a vu s'affronter Dominique Wilkins et Larry Bird. C'était en 1988, et pour commencer, rappelons le contexte, les Celtics étaient dans une période très faste. Ouais, autant dire qu'à ce moment-là, ils assurent, quand on sait que depuis le début des années 80, Larry Legend et les siens ont remporté 3 titres déjà. La saison 1987-1988 n'est d'ailleurs pas moins bonne que les autres, car la Maison Verte va finir sa campagne en étant premier à l'Est, puis sortir facilement les Knicks au premier tour. Donc là, en fait, dans un épisode qui est dédié aux Hawks, tu nous parles du parcours des Celtics. Oui, j'y viens, et notre team du jour, ça fait 2 années consécutives qu'elle se fait sortir au deuxième tour par les Celtics, puis par les Pistons sans aucune pitié. Que ce soit en 1986 ou en 1987, les joueurs n'ont jamais vraiment pu espérer un accès au final de conférence. Mais là, ça va être différent. Mené par un Dominique Wilkins de gala qui, avec 31 points par match, sort de sa meilleure campagne offensive en carrière, les Hawks de 1988 finissent 4e à l'Est et réussissent tant bien que mal à sortir les Bucks pour entamer leurs playoffs. Ils retrouvent donc les Celtics et c'est avec un esprit hyper revanchard qu'ils abordent cette série. Et là, tu la sens cette demi-finale de conférence épique. Pour commencer, Boston gagne ses 2 premiers matchs à la maison, mais Atlanta fait de même ensuite, 2-2 dans ce deuxième tour. Ensuite, grâce à un Kevin Willis énorme, les Hawks prennent le match 5, mais ces derniers échouent ensuite de 2 petits points chez eux lors du Game 6. 3-3, retour au Garden pour un match 7 qui s'annonce ultra tendu, mettons le nez là-dedans. 30-28 pour les Hawks à la fin du premier quart, 59-58 pour les 6 à la mi-temps, 84-82 toujours pour eux à la fin de la troisième période. Le money time s'annonce incroyable. D'autant plus que Wilkins est sur une autre planète et affiche déjà 33 points à son compteur. Oh là là, ça sent le 4e carton de ouf, ça. Oh que oui, car Do ne se calme pas, il enquille 14 points de plus pour finir avec un total de 47. Sauf qu'en face, Larry Bird, qui s'était fait plutôt discret jusque-là, s'est littéralement transformé en torche humaine. 20 points pour lui dans cette période, 34 points en tout, et au final une victoire pour les 6 au forceps, 118-116. Alors ok, ça peut paraître bizarre de mettre une défaite dans un Game 7 dans le top 2, mais ce duel était tellement beau, tellement intense, ce 4e carton était tellement épique, c'est comme si pendant ce temps tout le monde s'était arrêté
de jouer pour regarder les deux titans qui se rendaient coup pour coup. Et au final, même s'il y a eu défaite, ce match de Dominique Wilkins représente peut-être l'une des plus belles performances offensives de toute l'histoire des Hawks, la plus symbolique en tout cas. Alors ok, il n'y a pas eu de qualif en finale de conférence, mais le dos est clairement irréprochable dans cette série, avec ses 31,3 points à 52% de réussite au tir. Notons pour l'anecdote que lors du Game 7, il aurait même pu terminer à 48 unités. Et oui, alors qu'il bénéficiait de 2 lancers francs à 1 seconde de la fin et que son équipe était menée par 3 points, il mit le premier avant de rater délibérément le deuxième dans l'espoir d'un rebond offensif. Malheureusement pour les Hawks, c'est Robert Parrish qui capte à la balle pour permettre à sa team d'avancer au stade suivant. Mais ce jour-là, le dos a tout donné et a définitivement prouvé qu'il appartenait au gratin du gratin de la NBA. Voilà pourquoi je suis heureux de lui donner, à lui et à ses Hawks de 1988, la 2e place de mon top du jour. Enfin, en numéro 1, nous allons parler de Bob Petit. Et oui, encore lui, mais plus généralement de toute la team des Hawks de 1958. Si jusque-là je n'ai parlé que de son palmarès individuel au pivot tout à l'heure, c'est tout simplement parce que je voulais garder son bilan collectif pour maintenant. Alors je ne vais pas m'attarder, même si c'est plutôt lourd, sur les finales 1957, 1960 et 1961, toutes perdues et toutes face aux Celtics. Ah oui, visiblement c'est une longue histoire la rivalité entre Boston et les Hawks. Tout à fait, mais faut dire qu'à cette époque, au vu de la team des 6, c'était très difficile de prétendre à un titre. Pendant la carrière de Bill Russell, soit de 1956 à 1969, la Maison Verte a remporté 11 bagues sur 13 possibles. C'est pas un truc de ouf, il ne restait clairement pas beaucoup de place pour les autres. Alors justement, voilà pourquoi je trouve le titre des Hawks de 1958 complètement légendaire. Car ouais, vous l'avez compris, cette année-là, le trophée n'a pas fini à Boston, mais à Saint-Louis, juste avant le fameux octuplé réalisé par les Celtics. Tout ça, j'en parle dans l'overtime que je leur ai consacré, mais là, revenons plutôt à nos Hawks. Après avoir été battus en 7 matchs l'année précédente par cette même team, Bob Petit et ses potes arrivent le couteau entre les dents, hyper revanchard. Oui, on la connaît cette vidéo, tu pourrais varier, sauf que cette fois-ci, ce qui va être notable, c'est que ça va mieux se finir que le duel Wilkins-Bird. Le match 1 est remporté dans la toute fin du Money Time par les Hawks, tandis que le match 2 arrive aux Celtics. Ça s'annonce chaud déjà cette série, dès le début. Sauf que dans le match 3, bouleversement, Bill Russell se tord la cheville, sort du match et la victoire revient à Saint-Louis. Sans Billou, les 6 arriveront quand même à remporter le match 4 et voici le score à 2-2. Là, c'est l'heure de la remise en question pour les Hawks. Russell ne reviendra pas et l'échec devient interdit. Mission accomplie, nouvelle victoire pour eux au match 5 de seulement 2 points au Boston Garden. Alors ok, ça gagne sans Russell, mais rien n'est facile dans cette finale et Saint-Louis doit encore passer une étape avant de s'octroyer la bague. C'est là qu'arrive le match 6 et comme prévu, la rencontre est tendue de chez tendue. T'es tendu comme une crampe. Le score reste serré tout le long et aucune équipe n'arrive à prendre le dessus. C'est là que Bob Petit commence son show. Il score 19 des 21 derniers points de son équipe et termine à 50 unités avec un point d'orgue, la claquette dans la dernière minute qui a donné un avantage décisif aux siens. 110-109, boum, les Saint-Louis Hawks sont champions. C'est ainsi qu'ils remportent le premier et seul titre de leur histoire et même si beaucoup affirment que le résultat n'aurait pas été le même sans la blessure de Bill Russell, cette team restera l'une des 2 seules à avoir pu lui barrer la route du trophée. Ça vaut bien une première place. J'avoue, c'est énorme, et par curiosité, c'est qui la deuxième équipe qui a empêché Bilou de gagner? Alors là-dessus, je dis rien et je m'arrête tout de suite, parce que ça se peut bien que ce soit l'équipe que je traite dans mon prochain overtime. Voilà pour ce qui est selon moi des 6 meilleurs moments all-time de l'histoire des Hawks, voilà pour ce qui est de la 7ème équipe qui passe sous mon radar de la sorte. Alors les connaisseurs et notamment les fans d'Atlanta, vous validez? Ça vous va mon classement? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me rend hyper curieux. Puis de façon globale, allez plus loin encore, comment vous classeriez les moments de cette équipe par rapport aux teams que j'ai déjà étudiées? Faites-moi votre power ranking la team, ça aussi ça m'intéresse. En tout cas pour revenir à l'actu qui est bien riche en ce moment, vous le savez, je vous donne rendez-vous sur Basket Info. J'y ai bien repris du service là ces dernières semaines et pour suivre les playoffs H24 et 7 jours sur 7, c'est the place to be. Alors let's go, allez en description, il y a toutes les infos là-bas pour nous suivre. Puis pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, lâchez un pouce bleu, posez un com. Non seulement c'est bon pour le référencement, c'est bon pour attirer les sponsors, et ça c'est super important, mais surtout ça me fait super plaisir. C'est plutôt pas mal de me faire super plaisir, non? Moi j'aime bien en tout cas. Du coup je compte sur vous. À très vite.